in defensively. And we get a stop going in the half. 1, 2, 3. Attack, attack, attack. And a chase down block. He erased it. Bingo! It's showtime! MVP, baby! He didn't do that, did he? Slam dunk! Tie game with 5 seconds remaining! Shot! What a perfect ending to a historic day! Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 123 du podcast Dunk Hebdo. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode avec moi cette semaine. Tout d'abord, Tom, ça va Tom ? Ouais, ça va et toi ? Écoute. Bien ? Ça va, c'est l'été, c'est tranquille. Enfin non, c'est tout sauf tranquille en fait, parce que pour trouver des sujets, c'est assez difficile, on vous l'a déjà dit. Il n'y a pas trop d'actualité. Franchement, je te l'ai déjà dit Tom, mais je pense que c'est parmi les semaines les plus calmes que j'ai vues depuis que je suis la NBA. Il se passe... C'est ça en fait, depuis que le domino Kawhi est tombé, là les gens, enfin le truc c'est le sujet le plus passionnant, ça devient le calendrier NBA quoi, c'est-à-dire Et on arrive au stade où on a des discussions top 5 meneurs, etc. Donc ça pue un petit peu. Et avec nous, chose rare, hein, en 123 épisodes, il y en a eu très très peu. On a un invité, c'est Greg de Longshot. Ça va Greg ? Ça va, bonsoir à tous. Bah écoutez, je suis content d'être là pour parler de sujets inintéressants. C'est ça. On a essayé de trouver un sujet intéressant dans ce désert NBA. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu changer d'habitude quand on invite quelqu'un d'habitude. L'étiquette veut qu'on le présente. On va pas te présenter maintenant parce que justement tu rentres dans notre sujet. Notre sujet cette semaine, c'est le suivi de la NBA en fait. On a décidé de prendre un peu de recul et de voir comment on suit la NBA à l'heure actuelle avec Twitter, les médias, les podcasts, etc. Et justement, sachant que Greg a une émission avec Longshot, on a décidé de pas te présenter maintenant, mais de te présenter plus tard dans l'émission, juste après la pause, pour être précis, pour avoir un petit peu l'avis d'un autre podcasteur NBA et pas seulement celui de l'équipe de Moine de Dunk Hebdo. Voilà, on voulait un autre avis, donc ça va être le sujet pendant ce podcast. Encore une fois, cette semaine, pas d'overtime. On vous l'a dit, il n'y a pas vraiment d'actu intéressant, donc on préfère se concentrer pendant l'intégralité des 1 heure sur ce sujet qu'on abordera juste après la pause. Vous écoutez le podcast Dunk Hebdo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Alors Greg, je vais te présenter maintenant, enfin tu vas te présenter surtout, tu animes donc Longshot, un podcast NBA dont on vous a déjà parlé dans l'émission. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi et surtout, parce que là on va être vraiment sur une idée de suivi de la NBA durant cette émission, comment tu t'es mis à suivre la NBA en fait, en consommateur d'actu NBA? Déjà, je dirais que ce qui a commencé à m'intéresser, moi c'est un truc assez original. Il y a de plus en plus de gens qui se mettent à raconter cette histoire. Moi c'est les jeux vidéo en fait. J'avais déjà j'étais déjà attiré par ça depuis le début. J'ai toujours été un grand passionné de sport, mais pour le basket en particulier, je dirais oui que c'est c'est au début, je crois que c'était à l'époque, c'était l'époque de la finale entre les Lakers et le Magic. Et moi, c'est les jeux vidéo qui ont commencé à me faire que je me suis plus intéressé au basket. Et après, ce qui est entre guillemets, ça a été le début, mais j'ai pas ça à cette période-là, je suivais assez succinctement. Mais c'est Trash Talk, en fait, le site qui, par le ton qu'ils avaient à l'époque et la façon dont c'était présenté, me faisait beaucoup rire. Ça me faisait beaucoup penser à SoFoot que j'aimais déjà depuis longtemps. Et d'ailleurs, ils ont été rachetés par SoMedia il y a eu quelques années après, je crois. Et moi c'est Trash Talk qui m'a fait accrocher. Et après pour voir des matchs, tu sais, on était déjà en 2014, ça vient, si tu veux te débrouiller, tu te débrouilles pour voir des matchs en 2014. Donc c'est un autre cursus, j'ai envie de dire, parce que je pense qu'il y a plus de... Tom, tu peux nous donner ton expérience ensuite. Je pense qu'il y a plus de cursus honorum de fan NBA en fait. On a chacun notre histoire en fait, et je pense c'est vrai, il va y avoir de plus en plus de récits de gens qui se sont mis à suivre avec les jeux vidéo en fait. Et Tom, ton expérience, sachant que Tom a un sacré avantage, c'est le décalage horaire en fait qui jouait pour lui à l'époque. Ouais, c'est ça, un peu comme toi en fait, j'ai commencé sur 2K3 en fait à l'époque, 2K3 et ça m'a vraiment intéressé. Et là, j'ai commencé vraiment à m'intéresser
à la NBA en général, puisque j'étais vraiment fan de ce jeu-là. Et ce qui s'est passé, c'est que comme étant aux Antilles, j'avais pas le décalage horaire, donc du coup j'avais les matchs en prime time, et du coup je pouvais voir les matchs déjà il y avait le match sur Canal que je pouvais voir, et ensuite il y avait ESPN en fait qui était sur le bouquet CanalSat en chaîne de sport, t'avais ESPN, et du coup il y avait un match tous les mercredis et tous les vendredis, et à partir de il y avait une chaîne qui c'était Sport Plus à l'époque, je sais pas si cette chaîne existe toujours. En fait cette chaîne non, elle n'existe plus. Non, elle existe plus. Cette chaîne-là, en fait, aux Antilles, à partir de 18h30, ça devenait NBA TV. Donc, du coup, t'avais de la NBA toute la nuit. Enfin, t'avais le programme d'NBA TV, en fait, qui passait vu qu'on était au même fuseau horaire. Et du coup, c'est là que j'avais plus facilement accès au match. Donc, j'étais pas vraiment porté sur les réseaux, le web et tout ça à l'époque. Bon, ça remonte un peu, hein. J'étais très jeune et du coup, je regardais la télé et je regardais le sport à la télé. C'est ça. Bah, c'était pareil pour Sport Plus en métropole. Et moi, je me rappelle me réveiller pour le matin, aller au collège. Enfin, non, pas au collège, non. C'était en primaire à l'époque. Et c'était un petit peu la même chose. Ce qui est intéressant de voir, c'est que vous êtes deux personnes qui n'ont pas forcément commencé à suivre la NBA en même temps. Et tu vois, Tom, t'as parlé plutôt de télé. Et Greg, t'as parlé de stream. Est-ce que déjà, c'est pas un petit peu, on commence avec une grosse différence. C'est la révolution Internet. Là où la NBA a su, en fait, très vite s'impliquer en fait, parce qu'il y a tellement de contenu NBA sur YouTube par exemple, c'est quelque chose de vraiment impressionnant je trouve. Bah après, il y a l'élément du fait que mes parents étaient radins a fait que j'ai dû me débrouiller aussi. Non mais sur la place par contre prise par YouTube, je veux dire que c'est quelque chose d'évident et quelque chose qui est très intéressant que l'NBA a dû comprendre assez vite, c'est que les images de son sport sont plutôt belles à regarder et que autant te débrouiller pour que t'aies des gugus qui sont fans de ton sport, qui font des montages magnifiques pour toi, qui les mettent sur YouTube, de pas les emmerder, de les laisser diffuser tant qu'ils prennent pas de droits, c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, on va pas me dire que que au moins 50% des fanbases de basket existent en grande partie grâce à des vidéos top 10 de dunk ou d'action cool quoi. Ou d'action, tu vois ce que je veux dire, de highlight comme disent les jeunes. Ouais, c'est ça. Et puis, voilà, c'est un contenu qui est assez spectaculaire. Le basket est un sport spectaculaire et, enfin, les top 10, tout ça, c'est assez libre. Du coup, tu as facilement accès à tous ces trucs-là. Enfin, si tu dois montrer quelque chose à quelqu'un qui connaît pas la NBA, tu vas lui montrer un top 10. C'est concis, c'est rapide et puis c'est quelque chose qui est assez électrisant en fait. Donc du coup, t'accroches vite, ça te donne envie d'en voir plus. Et la NBA, comme t'as dit, Greg, elle était très intelligente sur le coup de ne pas, par exemple, bloquer les vidéos et de laisser un peu en accès. Position justement à la NFL qui elle les bloque. Voilà. Bah justement, j'allais revenir sur ce point-là. C'est vrai que moi, pour préparer cette émission, j'ai lu un article qui parlait de Washington Post, justement, qui parlait d'un peu de la NBA. Et il faut savoir que dès 2005, et c'était déjà Adam Silver à l'époque, c'était une des premières ligues, en fait, à parler de YouTube. Et il suffit de voir, moi, j'ai cherché, tout simplement, je suis allé sur YouTube. Quand on regarde les dates de création des chaînes YouTube, la NBA est créée en novembre 2005. La MLB, le baseball, en novembre 2005 aussi, la NHL en octobre 2006 et la NFL en 2014. Et c'est vrai que, comme l'a dit Greg, il y a eu cette politique côté NFL d'être un petit peu protecteur sur ces images et la NBA l'a tout de suite compris. Et justement, ce que disait Adam Silver à l'époque, c'est qu'en gros, si tu donnes des images à quelqu'un sur un média comme YouTube, par exemple, c'est quelqu'un qui potentiellement plus tard va regarder des matchs en fait. Donc t'as aucun intérêt à bloquer ces images-là. Ce qui peut se comprendre en fait. Ce que je trouve très intelligent et je pense, et ça va être un des gros débats qu'on va avoir, mais la NBA était une des ligues les plus intelligentes à ce niveau-là. Mais c'est la ligue la plus intelligente au niveau développement, c'est la ligue la plus intelligente, hein, de très loin. Mais si on vient un peu à l'époque, on a tous commencé à vraiment suivre la NBA et aussi au contenu médiatique en fait qu'on regarde. T'as parlé par exemple, Greg, de Trash Talk. Est-ce que t'étais vraiment à une époque où t'étais plus dans de la lecture et pas vraiment de podcasting, ou vraiment c'était déjà à cette époque-là t'étais multimédia en fait? Ah non, du tout. Du tout. Ce qui s'est passé, disons que c'était une époque où comment dire, j'avais envie de lire quelque chose de différent au niveau des journaux, parce que j'ai toujours été un gros passionné de presse sportive, mais je voulais lire un truc différent. Et Trash Talk, en fait, ils avaient quelque chose de très fort, qui était super intelligent, c'est que dans leur façon de présenter les choses, ils donnaient le sentiment que le basket et tout ce qu'il y avait autour, c'était un gros délire, dans le sens où genre il y avait des petites anecdotes à connaître, des mecs par exemple, quand tu connais rien et que tu vas découvrir par exemple la mentalité de Kevin Garnett, le comportement de J.R. Smith, le passé de Glenn Davis, la vie de famille de Jimmy Butler ou des trucs comme ça,
quand t'es passionné un peu de sport et que tu vois ça, et ça, Trash Talk le faisait super bien à l'époque, et bah ça m'a plu. Et moi, c'est ça qui m'a fait accrocher, dans le sens où c'est à force de comprendre, entre guillemets, l'impact culturel du basket que j'ai commencé à m'intéresser au sport. Ok, ouais, je vois. C'est vraiment un média qui t'a amené à t'intéresser en fait. T'as pas été dans une approche où t'as voulu t'intéresser au sport et t'es allé de tous les côtés. Si je Ah mais non, j'aimais déjà le basket, et en fait c'est Trash Talk qui a fait que j'ai conclu, quoi, je dirais. Tom, parce que Tom, on sait que t'as une consommation de podcasts à l'heure actuelle qui est gargantuesque. Est-ce que à l'époque, quand t'as commencé à suivre la NBA, est-ce que t'as eu le parcours classique, j'ai envie de dire, suivre avec 5 majeurs, etc. Ah non, même pas. J'étais pas très presse écrite en fait. C'était vraiment de la vidéo. Et puis après, je me suis un peu intéressé au contenu écrit. Donc plus sur des sites comme Basket USA, des forums aussi. Parfois pour des contenus un peu plus de fond en fait. Je me suis plutôt intéressé au contenu de fond à la base. Donc c'était vraiment voilà les forums de basket. Il y avait un forum, je crois que c'est Basket Evolution que ça s'appelait. Où voilà, il y avait des choses très intéressantes, enfin qui me convenaient plus. Donc j'allais souvent dessus, et puis au fur et à mesure j'ai fait des recherches, et puis je me suis intéressé au podcasting. Donc il y avait des podcasts français qui existaient à l'époque. Donc l'écho des parquets qui existe toujours, et aussi Poster Dunk. Bon, c'était les deux premiers où vraiment j'écoutais, et jusqu'à présent j'écoute. Et puis après, au fur et à mesure, il y a eu d'autres podcasts qui sont arrivés, dont nous, et puis le Long Shot. Et puis même au niveau d'ESPN, enfin même pas au niveau d'ESPN, après au niveau en termes US, en fait, il y a eu voilà la création du podcast de Bill Simmons. De temps en temps, il y avait des podcasts de Wojnarowski. Il y avait Jacoby et Jalen Rose. Et Jalen Rose, voilà. Et puis au fur et à mesure, enfin l'audio, mon amélioration en anglais, tout ça a fait que j'ai pris goût à écouter ces types de contenus-là. Et puis après, mais maintenant on a énormément de médias. Il y a pas mal, parce qu'au début, il y avait pas énormément de blogs. Il y avait pas énormément de blogs pour avoir du contenu. Et puis aujourd'hui, tu te rends compte que l'offre est énorme en fait. T'as plein de blogs sur plein de franchises. T'as plein de choses qui se créent, notamment avec le réseau Lockdown. Qui te parle d'une équipe. Enfin, t'as un podcast par franchise par jour, donc c'est un truc qui est assez exceptionnel pour un suivi régulier de la NBA. T'as des choses, après t'as des choses même pour les fantasy, tout ce qui est autour de la NBA en fait. Et on se rend compte que le développement en gros pour le suivi de NBA, mon développement pour rapport au suivi de NBA, c'était vraiment comme ça après la télé, pouvoir passer en ligne et profiter de contenu riche en fait. Ce qui est intéressant sur ce qu'il relève, je suis totalement d'accord avec lui, mais comment expliquer, moi j'ai une inquiétude, enfin il y a toujours eu une inquiétude que j'ai eue, c'est comment dire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de podcasts aujourd'hui. Au niveau du développement vraiment des podcasts, t'avais l'écho des parquets, oui, comme il disait, et les Hoopcasts. Et Poster Dunk aussi. Oui, mais après Poster Dunk, je dois avouer que j'ai connu ça plus tard, moi. Mais aussi, je trouve en fait ce qui a été important, ça a été à quel point aussi la qualité des podcasts et l'intérêt du ton et la nouveauté du ton a aussi vachement joué. Et ça, c'est vraiment intéressant sur comment ça s'est développé. Dans le sens, tu vois, où t'as quand même l'écho des parquets, qui pour moi, l'écho des parquets, c'est le meilleur podcast basket. J'adore ça, et j'adore. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le meilleur. Parce qu'il est dans un style vraiment particulier aussi. Après, tu vas voir Poster Dunk en soi, un peu ce qu'on fait nous deux d'ailleurs, enfin nos deux émissions, et tu dois en avoir aussi quelques autres auxquels je dois pas penser là. Mais par contre, à côté, la télé, tu vois, avec NBA Extra ou le Hoopcast, qui était quelque chose de très cadré, je trouve que ça marche moins bien. Et ça me paraît moins dans la logique de ce que les gens aiment sur Twitter. Dans le sens où c'est un ton sur NBA Extra ou sur le Hoopcast, tu vas rien entendre de nouveau. Tout ce que tu entends, ça va être entre guillemets la doctrine classique. Tu vas l'entendre là. Et après, ça va être dans les petits podcasts que tu vas avoir des idées un peu originales. Tu vas avoir les mecs qui sucent LeBron, par exemple, de mon côté. Tu vas avoir des gars qui vont être un peu plus NBA à la old school, un peu plus basique, moins un peu plus réfléchi avec Poster Dunk ou l'écho des parquets. Enfin, il y a
je trouve qu'il y a une offre assez intéressante, mais à chaque fois, tu sens que c'est vraiment les podcasts les plus poussés qui arrivent à rester, quoi, et à vraiment marcher mieux que les autres. Je comptais parler du podcasting plus tard, mais vous me lancez dessus, on va en parler. Est-ce que je suis assez, enfin, j'entends ce que tu dis, mais est-ce que c'est pas le podcasting est pour moi ce qui est en soi son problème à l'heure actuelle, et c'est pas les acteurs qui font ça, c'est plutôt les gens qui s'adressent vers le podcasting. Pour moi, en fait, c'est un média qui est, je vais pas dire un média de riche, mais en fait, pour moi, c'est un média quand tu vas aller plus loin en fait dans ce basket, quand tu veux vraiment aller loin. Et c'est pour moi la différence entre ce qu'on peut voir aux États-Unis où c'est beaucoup plus démocratisé et la France, c'est qu'en fait aux États-Unis tu peux écouter un podcast sans vouloir être un pro d'un sujet, là où en France c'est tellement anonyme au stade actuel où c'est vraiment une démarche où tu vas être pro d'un sujet en fait pour écouter un podcast. Si tu parles de basket, franchement, si tu suis le basket, t'es obligatoirement un méga fan de trucs, de ce sport, dans le sens où si tu veux voir un match, il faut se coucher à 3h du matin. Les gens qui poussent le délire à mater les matchs à 3h du matin sont les mecs qui vont pousser le délire à écouter les podcasts, et dans tous les cas, c'est des morts de faim du truc. Mais est-ce qu'on est encore au stade, Tom, où c'est... Enfin, pour moi, la vraie différence avec les États-Unis, encore une fois, c'est qu'on est peut-être à un stade où même ces gens-là qui regardent les matchs à 3h du matin et tout, ne sont pas encore dans un réflexe logique, et là, ça dépasse le basket. C'est juste la place du podcasting en France à aller écouter un podcast en fait. Ou aux États-Unis, les podcasts ils font des nombres énormes, et c'est pas une question seulement de proportion parce qu'il y a plus de gens aux États-Unis, c'est vraiment que la culture elle est plus installée. Ouais, non seulement ça, et puis ça dépend vraiment. Enfin, ça prend énormément de temps si tu veux suivre la NBA de façon très très poussée. Enfin, si tu regardes les matchs, tu lis des articles et tu écoutes des podcasts à côté, ça prend énormément de temps. Donc parfois, je pense que c'est même pas une question de pas vouloir, c'est juste une question de, enfin, c'est plus simple de lire des articles par exemple, enfin, puisque c'est un réflexe qu'on a plus facilement en fait de lire des articles que d'aller écouter un podcast, alors que peut-être que le podcast en termes de sujet tu vas aller en profondeur sur un truc en particulier, mais tu vas pas couvrir par exemple toute la ligue. C'est un type de contenu différent et du coup qui s'adresse à des personnes différentes. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui écoutent des podcasts qui lisent des articles, mais je pense qu'il y a surtout beaucoup de personnes qui lisent des articles qui écoutent pas de podcast. Je pense que c'est beaucoup plus rare d'avoir des personnes qui écoutent des podcasts et qui ne lisent pas d'articles. Bah, dans le sens où quand tu vois si tu vois la popularité du Thunder sur Twitter ou ce genre de choses, je veux dire, par exemple, t'as très peu de podcasts qui parlent du Thunder. C'est un sujet qui a pas été énormément abordé cette saison dans la plupart des podcasts en France. Et pourtant, sur de l'écrit, c'est ce qui intéresse le plus. Donc c'est vraiment la preuve que doit y avoir vraiment une différence entre les types de personnes qui suivent. Entre l'écrit et l'oral. Mais parce que je pense vraiment qu'il y a cette idée où je parle d'un média de riche dans le sens où c'est vraiment un média je vais pas parler de puriste, mais c'est vraiment pour les gens qui veulent aller loin en fait. Tu peux suivre la NBA en fait. Pour moi, tu peux parler avec quelqu'un de NBA normalement et avoir une vraie discussion sans que cette personne elle écoute un podcast en fait. Ce qui est moins envisageable pour certains thèmes en fait. Aux États-Unis, je parle bien. Où là, encore une fois, c'est pas comparable parce que le podcasting c'est totalement différent. Mais vraiment, je pense qu'on est arrivé à un stade où on parlait des différents podcasts français où en fait, il y a limite, la qualité et le nombre d'acteurs, c'est pas représentatif de la taille en fait. Je pense qu'il faut attendre l'explosion il y a du contenu, il faut juste attendre que le marché explose en fait. Ce qu'il a pas encore fait, je pense. En France, le basket en France ? Bah, non, le podcasting. C'est parce que ce qu'on a du mal à comprendre, je pense que nous, dans notre petit rôle à nous, parce qu'on est en soi acteur du truc, c'est que pour moi, ça a déjà explosé et la place, elle a été prise par Trash Talk et par First Team. Dans le podcasting audio, je pense pas. C'est pas vraiment du podcasting ce qu'ils font, enfin. Bien que je sois pas, bref, mais en podcasting pur, tu vois le marché exploser plus que ça, toi ? Bah, genre on est déjà. Ça peut. Je pense. Le truc c'est qu'en fait maintenant, tu vois, quoi ? Genre si quelqu'un dans le podcast français arrivait à prendre tout le monde, je crois qu'il touche maximum 15 000 personnes. Ah non, beaucoup plus, je pense. Je pense beaucoup plus, beaucoup plus, Il y a il y a énormément de licenciés au basket en France, et la NBA se popularise de plus en plus. Tu vois, avant, c'était beaucoup plus dur d'avoir des images de NBA. Aujourd'hui, avec YouTube, t'as toujours des top 10, des trucs
depuis plus jeune, en fait, depuis tout jeune. Avant, c'était difficile si t'avais pas un parent ou un grand frère qui suivait. Ouais. Qui vont suivre activement, tu penses que, regarde, si tu prends en exemple, on va dire, s'il y a un compte Twitter en France qui réunit tous les mecs fans de basket, mais vraiment hardcore un peu. Pour moi, c'est le compte de Trash Talk. On va encore revenir sur Trash Talk. Mais pour moi, c'est le compte de Trash Talk. Aujourd'hui, Trash Talk, c'est 100 000 abonnés sur Twitter. Franchement, je vois pas beaucoup. Enfin, et en plus, tu peux rajouter tous les gens qui sont un peu hors de ce média, hors du délire, mais qui connaissent Trash Talk pour le ton, etc., etc. Si Trash Talk fait 100 000 personnes, alors qu'il récupère en plus à côté beaucoup d'autres gens qui sont pas spécialement fans de basket, je vois pas où est le reste. Ben, tu sais, quand tu suis un sport, t'es pas forcément obligé de t'abonner à un truc, hein. Quand tu veux suivre le basket en France, que t'es un peu dans le délire, si t'as pas Twitter, c'est surprenant quand même. Hein. Oui, enfin, ça, Twitter, c'est autre chose, mais t'es pas forcément obligé de passer par Trash Talk, tu vois, par exemple, les sites comme Basket USA, les trucs comme ça, mais ils sont beaucoup moins au Trash Talk au niveau compte. Ah, je crois pas. Après, bon, moi, Trash Talk, c'est pas forcément mon truc. J'y vais pas forcément non plus, donc, je pourrais pas te dire, exactement, mais, il me semblait plus que c'était, le média numéro 1 basket, en France, je penserais plus à Basket USA qu'à Trash Talk, personnellement. En termes de, si on parle impact, je pense que c'est Trash Talk. Si on parle chiffres purs, data, c'est Basket USA, je pense. Il y a pas. Après, Basket USA a 93 000 abonnés. Et Trash Talk en a 94 000. Oui, bon, ça se tient à rien, quoi. Mais tu vois, regarde, je pense qu'on y est. Le marché, il est sur ces deux comptes. Et regarde le chiffre, il est à 94 à peu près partout. Oui, mais regarde, si tu regardes, par exemple, encore une fois, je compare avec les États-Unis. Si tu regardes aux États-Unis, en fait, il y a des mecs, ça existe des émissions de basket aux États-Unis qui font 150 000, en fait. Et si tu ramènes ça à la proportion par exemple, Nate Duncan, qui est un podcasteur c'est ultra précis, c'est une niche, en fait, qu'il vise. Il vise les aficionados, des gens c'est hyper dur à écouter, on en a déjà parlé. Ce mec, il fait 150 000, il a même pas 150 000 abonnés Twitter, en fait. C'est juste que il a un niveau, en fait, il a trouvé sa niche, il a un niveau d'expertise, et en fait, les gens, il a un marché supérieur, en fait. Il y a tellement plus de gens qui écoutent que même sans avoir 150 000 abonnés sur Twitter, en fait, il trouve ces gens. Et je pense qu'à l'heure actuelle, le podcasting en France n'est pas assez développé, en fait. C'est pour ça il peut exploser. Si on sort du basket, quand on regarde sur iTunes, les émissions qui marchent le plus, c'est du replay de radio, en fait. Le podcasting natif en France, oui, c'est l'after-foot et tout. Il s'est pas encore développé, en fait. Et toutes les émissions de France Culture, France Inter, c'est ça qui fait tous les top 10, en fait. Alors que tu traverses les États-Unis, tu vas aux États-Unis, c'est pas le cas. Moi, je me suis juste fait une réflexion et j'arrête de parler, je vous redonne la parole. Quand j'ai regardé mes abonnements podcast, en fait, j'ai remarqué que quand je regarde le contenu français, je suis abonné à énormément de replays de radio, en fait. Et quand je regarde le contenu américain, c'est pas du tout le cas, en fait. Donc je pense que c'est la vraie différence à l'heure actuelle. Je pense que sur ce point-là, tu as raison, mais aussi, est-ce que ça vient pas du fait que la plupart des émissions de basket que tu vas avoir en replay, pas des podcasts, mais vraiment des replays, ça va être des trucs assez locaux et que ça va être assez compliqué. Je veux dire, pourquoi est-ce que tu irais plus suivre l'émission qui passe sur le Fox de l'Ohio, sur une radio dans l'Ohio, plutôt que dans l'Arizona ou en Californie. J'ai peut-être le sentiment que la taille du pays doit impliquer que les médias sont peut-être beaucoup plus sur Internet et que les grands médias... je sais pas, est-ce qu'il y a vraiment des radios nationales aux États-Unis ? C'est juste qu'en fait, ils se sont fait taper par le niveau du podcasting où en fait c'est la précision qui les fracasse, en fait. C'est ce qui se passe en France aussi. En basket, franchement, au niveau qualité et au niveau intérêt que les gens y portent, NBA Extra ou des trucs comme ça, ils se font démonter par rien que toi et moi ce qu'on fait, ou les Codés Parquets ce qu'ils font, parce que ça sort un peu plus déjà d'un ton, c'est un vrai ton, quoi. C'est pas de l'information. C'est pas la même chose. C'est ça. Ouais. Exact. Eux, ils communiquent pas sur la même chose, en fait. Eux, ils ont les droits. Ils auraient pas les droits, ils serviraient. Ouais. On communique pas sur la même chose. Après, eux, on peut leur donner ce crédit-là, puisque ils ont quand même beaucoup ouvert la NBA à l'échelle de la France. Franchement, la couverture que propose beIN, avant fallait se battre pour Canal+ pour avoir un match par semaine, puis après il y en a eu 2. Là, beIN, tu peux avoir des matchs tous les soirs, en fait. Je trouve que la qualité de l'offre de beIN est assez bonne pour qu'elle ait un impact sur le marché français. Totalement. Ils ont ouvert le marché.
Ils ont tout, je pense que le développement qu'on a à l'heure actuelle, c'est grâce à eux, en fait. C'est pour ça, enfin, on aime ou on n'aime pas Bein, moi, je leur tire. Si jamais des gens de Bein nous écoutent, on tire notre chapeau parce que c'est grâce à eux, en fait. Est-ce que ce ne serait pas Bein qui en soi fait que les gens viennent, mais est-ce que ce serait pas les podcasts qui font qu'ils restent? Bah, moi, mon problème, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas ce transfert. Justement, je parlais de podcasts natifs. Je pense que transfert de Slate, alors là, niveau français, je sais pas si, peut-être qu'une partie de notre audimat le connaît pas. Je pense que c'est celui qui a peut-être le plus marché sur la dernière année. Et du coup, je ferme la parenthèse. Bref, il n'y a pas ce transfert à l'heure actuelle entre les gens qui vont regarder la NBA sur NBA Extra et dans ces médias un peu généraux et qui vont ensuite décider d'aller sur le podcasting parce qu'en fait, le podcasting est beaucoup trop secret à l'heure actuelle. C'est ça le problème. Là où ce transfert il se fait beaucoup plus facilement aux États-Unis, juste pour donner une stat, aux États-Unis, il y a plusieurs dizaines de millions de personnes qui écoutent 5 émissions par semaine. En France, je sais pas le chiffre il est à combien, mais on est beaucoup plus bas, même proportionnellement. Après, ça dépend ce que tu attends en fait, et ça dépend ce que tu attends de la NBA. T'as des gens qui veulent juste voir des matchs, avoir des top 10 et voilà, c'est ça, ils veulent pas forcément s'informer. T'as pas mal de gens, c'est juste du divertissement en fait, c'est comme un match de foot. T'as des gens qui vont regarder les matchs de foot quand ils vont se jouer, mais ils vont pas forcément aller après chercher des analyses, de la lecture ou à part peut-être pour des transferts, savoir qui est transféré où, mais ça s'arrête là, tu vois. Ils ont une couverture un peu on va dire je dirais pas superficielle, mais tu vois, ça leur suffit. J'ai du mal à croire ça. J'ai du mal à croire que les gens qui suivent le basket sont des gens qui suivent le basket un peu. Bah, je pense que les gens qui suivent le basket sont des gens qui suivent beaucoup. Par exemple, quand t'as commencé à suivre, tu t'es pas forcément penché dans les trucs directs, tu regardais quelques matchs. Après bon, si tu viens par le Tu te rends compte qu'il faut rester élevé jusqu'à 2h du matin pour regarder un match? Non, bah oui, enfin, c'est pas ça, c'est-à-dire si tu commences à regarder les matchs et tout, enfin, peut-être que tu auras plus envie après, mais parfois, même si tu regardes pas le match, par exemple NBA Extra, si t'es pas obligé d'être un fan de basket pour regarder NBA Extra, par exemple. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec toi. Pour que tu en sois venu dans ta vie à regarder des matchs à 2h du matin, je peux t'assurer que t'es déjà un bon gros fan du truc. Tu te rends compte, rester levé jusqu'à 2h du matin, il y a pas beaucoup de monde qui est resté levé jusqu'à 2h du matin pour voir un match jusqu'à 4h30. La plupart des gens, regarde, je vais te donner un exemple tout bête. Moi, à chaque fois que je dis que j'aime bien le basket, les seules réflexions qu'on me fait, on me dit, ah oui, je connais quelqu'un aussi qui suivait le basket, c'était un malade, il suivait les matchs jusqu'à 4h du matin. La plupart du temps, tu entends cette phrase-là. Parce que je pense vraiment que la nuance entre les gens qui regardent les matchs de basket et les gens qui écoutent les podcasts est quasiment au même niveau, dans le sens où vu que c'est dur de regarder un match, les gens qui regardent des matchs sont des gens qui sont passionnés de ça et qui, comme les passionnés de foot, écoutent des podcasts ou écoutent des émissions, et ben ces gens-là, ils ont aussi un besoin d'entendre parler du sport qu'ils aiment et que fatalement, ouais voilà, moi je pense que le marché est à peu près le même. Franchement, tu penses que c'est combien les audimotes d'un match de basket? Une finale, c'est quoi? C'est 2,5 millions maximum sur Bing et encore vraiment grand max? Oula, ils font jamais 2,5 millions sur une finale de NBA. Ah, je suis pas sûr. Hein. Enfin, non, moi, je connais pas les chiffres. Je connais pas les chiffres, mais ils font jamais 2,5 millions. Ouais, j'exagère peut-être un peu. 1 million. Ah, je pense même pas qu'ils fassent 1 million sur un match de finale. C'est en termes de part de marché, c'est énorme 1 million. Tu vois, bah ouais, peut-être que je me trompe alors. Mais tu vois, rien que ça, je veux dire, à un moment aussi, il faut bien on va arrêter de les inventer les gens. Si t'as 600 000 personnes qui regardent le match, une finale à la télé, ça veut dire que t'enlèves à peu près 50% des gens. Enfin bref, t'arrives à sûrement, je pense, t'as 200 000 gens qui regardent des matchs de basket en France, c'est tout. Ouais, mais tu vois, du coup, le transfert, il se fait pas parce que si tu regardes le si tu prends les, t'as 100 000 sur Trash Talk. Oui, mais t'as 100 000 gens qui suivent, en fait. Tu l'as dit toi-même, tu peux pas prendre le nombre de gens qui suivent comme un indicateur. Il y a des gens, ça se trouve, ils suivent Trash Talk alors que ils regardent pas les matchs, en fait. C'est que pour moi, ce transfert, en fait, entre podcasting, audio, encore une fois, il se fait pas aussi aisément qu'il peut se faire ailleurs parce que, à l'heure actuelle, je pense que si on dit qu'il y a 10 000 personnes qui écoutent des podcasting audio purs en France, c'est énorme, tu vois. C'est beaucoup. Et donc du coup, ça veut dire que t'as un pourcentage vraiment minime des gens qui font ça, en fait. Et encore une fois, moi, je critique pas les gens qui font ça. Je pense juste que c'est culturel, en fait, et qu'on n'a pas encore l'habitude du podcasting et qui va arriver en France, en fait, et que je pense que c'est qu'une question de temps, et je l'espère aussi, de ma position. Toi, tu t'attendras à combien de gens Je pense qu'on peut se retrouver à... Si on part du principe, si on prend ton idée il y a 300 000 fans de NBA en France, qu'on va classifier comme fans de NBA, c'est pas fou de penser que le marché du podcasting, il arrive à un peu plus de 50 000, hein. Ce qui est énorme, c'est plus
c'est plus triplé ce qui se passe actuellement en fait. Ben si c'est le cas, c'est génial pour toi et moi après. Parce que ça se fait pas, je sais pas ce que t'en penses Tom, mais je pense que c'est vraiment, pour moi c'est une différence avec les États-Unis en fait, où ça se fait pas actuellement. Et ça concerne pas que le basket, ça concerne énormément en fait d'éléments où on n'a pas encore cette habitude-là. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Enfin, c'est quelque chose qui a pas forcément explosé encore aujourd'hui, mais je pense que ça peut venir puisque, comme je le dis, comme on disait tout à l'heure, enfin, la façon dont le sport est suivi et dont on est amené à suivre le sport et la façon dont médiatiquement, au fur et à mesure, ça arrive dans la vie des fans français. Ça va commencer à prendre une place de plus en plus importante au fur et à mesure. Enfin, par exemple, les jeunes qui suivent par exemple, si t'as commencé à suivre la NBA peut-être à 15 ans, il y a 10 ans, si tu commences à suivre la NBA à 15 ans aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose. T'as énormément de trucs et du coup, tu deviens beaucoup plus facilement mordu de ça et puis ça t'emmène à écouter des choses un petit peu plus spécialisées. Je suis assez d'accord. Je pense qu'on va peut-être refermer non, on va refermer, mais si tu me donnes une petite perche, Tom, c'est qu'en fait, tu parlais de l'évolution du suivi de la NBA. Je vais raconter ma vie. Moi, j'ai un neveu, il a l'âge dont tu as... Enfin, l'âge, il doit avoir 14-15 ans. Excuse-moi si tu m'écoutes, Hugo. Je me rappelle plus de ton âge en direct. Bref. Et en fait, il suit la NBA et moi, enfin, pour moi, je le considère comme un fan NBA. Il sait de quoi il parle. Voilà. Il sait de quoi il parle. Il sait qui est Devin Booker ou pas? Oui, genre, il sait qui est Devin Booker. J'ai eu déjà des débats Mitchell Simmons avec lui. Donc, pour moi, je considère qu'il sait de quoi il parle. Et en fait, je remarque que lui... Tu parles de CBA avec lui à 4h du mat? Non, par contre, ça, pour moi, honnêtement, s'il me fait ça à 15 ans, j'aurais peur pour lui. Parce que c'est pas normal de me faire ça à 15 ans. Et en fait, tu vois, je regarde dans sa consommation de la NBA, il suit la NBA comment? Instagram, Snapchat, YouTube, en fait. Et je crois que là, il y a une vraie révolution. Et pour moi, ça m'amène vers quelque chose, ce qui est le débat, je pense, c'est la place de Twitter, en fait. Parce que moi, j'étais assez choqué de ça, parce que pour moi, c'était devenu impensable de suivre la NBA en 2018 sans être sur Twitter. Et là, je remarque que lui, il suit la NBA sans être sur Twitter, en fait. Alors, est-ce que Twitter, qui est pour moi en fait le média roi NBA, est-ce qu'on a tendance peut-être à le survendre à l'heure actuelle parce qu'on est coincé dans notre bulle? C'est une bulle Twitter. On parle de NBA Twitter, tu vois. Mais on détient la vérité. On essaie une bulle, mais je veux dire, les analyses sont beaucoup plus poussées. Je veux dire, il y a un moment aussi où il faut quand même être honnête. Je veux dire, quand on parle de podcasts ou même de communautés qui sont des timbrés comme celles des Kings ou ce genre de choses, comparé à un compte l'équipe qui va t'expliquer que Russell Westbrook est un super joueur de basket, alors qu'il a le cul de basket d'une chèvre. Alors là, tu prends des risques. Oulala, Pierre. Ah non, mais moi, je le te dis 150 fois, c'est ce que je viens de te dire. Oula, alors là, Pierre, au moment où tu vas écouter cette émission, ne m'envoie pas des messages énervés. Tu peux reprendre. Quoi, il est fan de Westbrook? C'est pas qu'il est fan de Westbrook, c'est que je pense qu'il va appeler son enfant Russell. Mais non, mais tu vois, on en est quand même, je veux dire, alors que Westbrook, bon, si tu es fan de basket et que tu es un puriste du basket, ne me dis pas que tu aimes Russell Westbrook. Oh là 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 là, alors là. Ça dit, après, ça, c'est l'histoire de puriste aussi, c'est... Franchement, arrêtez, vous avez un gars qui force ses rebonds, plus pour faire des triples-doubles, ça vous plaît autant qu'un... Non, c'est pas ça, mais c'est pas que ça. Après, ça dépend ce que tu appelles puriste du basket. Ça dépend ce que tu appelles puriste du basket. Russell Westbrook est un grand joueur de basket. Certes, tout le monde ne l'aime pas puisqu'il y a des choses dans son jeu qui, comment dire, il y a des choses dans son jeu qui font pas naturel. Mais après, c'est un gars, tu questionnes pas son envie, tu questionnes pas sa volonté d'être plus fort d'année en année, et c'est un joueur qui est capable de porter une équipe sur ses épaules. Donc après, on aime ou on n'aime pas, c'est pas forcément un joueur très esthétique, c'est pas forcément un joueur qui est hyper collectif. Mais après c'est ta façon, c'est la façon de chacun d'apprécier certains joueurs. Tu peux pas dire que voilà les meilleurs joueurs de basket c'est forcément Steve Nash et Dirk Nowitzki parce que eux ils rentrent dans ce que toi tu aimes. Il y a d'autres personnes qui aiment deux petits joueurs comme Russell Westbrook par exemple. Ah non mais moi je te dis juste que Dirk Nowitzki il peut aller gagner un titre tout seul face à LeBron James et que Russell Westbrook il fait 7ème et il se fait sortir par le Jazz. Alors on va refermer cette Non mais bon enfin il faut un moment aussi il y a quand même une différence entre du basketisme un peu ridicule
et une vraie recherche de savoir ce qu'est le basket. Et pour moi, il y a quand même une vraie différence de qualité de médias entre ce que tu as sur l'équipe, sur Snapchat, et ce que des mecs timbrés du bocal, mais comme vous, mais même, je parle même pas de mon émission, je parle des gars comme l'Écho des Parquets, Poster Dunk ou vous, où tu sens quand même que ça va plus loin que... enfin bref, voilà quoi. Je pense que vous allez plus loin que les gens de l'équipe. Ouais, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que je pense que j'ai été perdu avec le débat Westbrook m'a perdu en fait. Parce que là, je sais, Pierre, encore une fois, les messages, s'il te plaît, pas trop fort. Parce que je dois dormir en fait. J'ai un taf cet été, mais bref. Pierre va être fou furieux. Tu vas voir Pierre arriver dans tes mentions, je crois, plus vite qu'une contre-attaque de Russell Westbrook, justement. Ah, mais il n'y a pas de problème. Je pense qu'en fait, oui, il y a une idée de qualité, etc. Et on va prendre le débat puriste carrément. Parce que je trouve que ce qu'a dit Tom, c'est assez intéressant. Est-ce qu'il y a une bulle qui s'est créée en fait? Enfin, moi, je pense qu'il y a une bulle qui est en train de se créer et justement, je trouve ça assez dangereux en fait. Parce que NBA Twitter, c'est génial en fait. Et t'as vraiment l'occasion de parler avec tout le monde. Mais je pense qu'il y a je vais pas parler de dérives, mais en fait, il y a des fois des visions uniques qui se créent et je pense que c'est assez dangereux en fait. Il y a cet aspect un peu sectaire et parfois c'est pas super cool, je trouve. À quel sujet? Le truc c'est qu'en fait que tout le monde n'apprécie pas la NBA pour les mêmes choses. T'as des personnes qui vont te dire que, par exemple, Blake Griffin c'est le meilleur joueur du monde parce qu'il fait des gros dunks. Certes, c'est pas forcément un truc. Ah non, tu peux les respecter. Tu peux les respecter parce que c'est ce qu'ils aiment. Mais non, mais ils ont tort. Ils ont tort, mec. Arrête, c'est très bien. Tu vas pas me dire que Blake Griffin, enfin, c'est faux. Je veux dire, tout le monde n'a pas, enfin, tout le monde a le droit d'avoir un avis, mais genre, si l'avis des gens est faux, tu vas pas leur laisser imposer un avis. Mais ça dépend sur quoi tu te bases pour te dire que l'avis de la personne est faux. Enfin, tu dois pas être forcément supérieur. Faut pas se sentir supérieur à quelqu'un parce que t'as un avis différent, en fait. Mais non, mais en fait, alors si quelqu'un vient me voir et me dit une Clio est plus rapide qu'une Ferrari et qu'il me considère qu'il a raison, oui, je me sens supérieur parce qu'il me sort la plus grosse connerie de la planète. C'est pareil là. Je veux dire, tu peux pas dire, enfin, si quelqu'un te dit que Blake Griffin est le meilleur joueur de basket de la NBA, fatalement, il n'y connaît rien à la Pour lui. Non, mais c'est parce qu'en fait, lui, il compare pas la vitesse de la Clio et la Ferrari, ça se trouve, il va dire la Clio c'est une meilleure voiture que la Ferrari, mais en fait, c'est des critères qui sont différents. Et en fait, s'il a pas les mêmes critères, c'est comme par exemple, pour reprendre ce que t'as dit, si on prend Westbrook, tu peux pas juger du terme meilleur joueur de basket avec tes critères. Je veux dire, les critères des meilleurs joueurs de basket, ils sont évidents. On sait que c'est un joueur qui doit attaquer. Ben non, ils sont pas forcément évidents, c'est ça. C'est pas, en fait, c'est ça le problème. En fait, pas le problème, c'est ça un peu le truc avec le NBA Twitter, c'est-à-dire que on est à peu près, enfin, je m'inclus dedans puisque j'en fais partie, enfin, je pense en faire partie de l'NBA Twitter. En fait, on a des codes communs, on voit les choses d'une certaine façon. Et c'est pas forcément vrai. Et du coup, c'est pas forcément vrai pour tout le monde et c'est pas forcément évident pour tout le monde. C'est pas forcément évident pour tout le monde que le meilleur défenseur, c'est pas celui qui fait le plus d'interceptions. C'est pas forcément évident pour tout le monde, tu vois. Mais non, mais c'est pas comme ça que tu le vois. Les meilleurs joueurs, tu les vois en fonction de ce qu'ils font sur le terrain. C'est tout. C'est en fonction de ce qu'ils ont réalisé et de leurs statistiques et du résultat de leur match et de leur équipe et de leurs coéquipiers. C'est tout. Tu peux pas aujourd'hui intrinsèquement. Alors je pense que c'était pour donner un exemple que tu parlais de Blake Griffin. Ah oui, c'est totalement un exemple puisque il a excellé dans le dunk. Si t'as quelqu'un qui est fan de l'NBA pour les dunks, il va te dire que Blake Griffin c'est le meilleur joueur parce qu'il fait les meilleurs dunks. Non, parce que par exemple, il va te dire que Blake Griffin c'est son joueur préféré, mais pas le meilleur joueur. Parce que moi j'ai un ami à moi, Antoine, qui était un ancien de mes chroniqueurs, qui était fan des Clippers. Il m'a dit, je suis fan des Clippers parce que j'adore les dunks de Blake Griffin, mais pour lui le meilleur joueur de la ligue c'était Stephen Curry. Tu vois, rien que le fait que Stephen Curry soit le meilleur joueur de la ligue, ça prouve bien qu'il n'y a pas de critères objectifs. Parce que ça m'étonne que Stephen Mais par Curry exemple, soit le pour meilleur revenir, joueur. c'est pour ça, je voulais juste dire ça, c'est qu'en fait, les critères, ils sont pas du tout objectifs. Parce que par exemple, pour moi, le critère équipe, jamais de la vie, il doit rentrer en, par exemple, pour moi, l'idée que Westbrook, il se fait arrêter à tel stade et Nowitzki va jusque là, on n'est pas enfin, c'est les championnats d'Europe d'athlétisme, on n'est pas en 100 mètres, en fait. On est dans un sport collectif. Tu peux pas juger de la qualité d'un joueur par rapport aux résultats de son équipe. Si c'est un leader. Un leader, c'est tu juges la qualité d'un leader en fonction de là où il emmène ses troupes. Oui, mais c'est totalement pris hors contexte parce que tu prends pas la qualité des troupes ni l'opposition en face, en fait. C'est comme perdre une bataille, mais si vous étiez à 3 contre 10, le leader, c'est pas de sa faute. Il peut rien faire, c'est pas de sa faute. C'est un peu le clivage qu'on a eu, enfin, à un moment, Ben et moi, on parlait d'Anthony Davis, où, Ben me disait que voilà, Anthony Davis, il a jamais passé un tour de playoff. Il a raison.
Il a raison. Anthony Davis, il avait jamais passé un tour de playoff et il avait jamais remporté un match en playoff avant cette année. Non mais oui, mais attends, franchement, franchement des éléments qui montrent que Russell Westbrook est le meneur, est le leader le plus flingué de la ligue. Moi, je t'en donne deux si tu veux. Il s'appelle Victor Oladipo et Kevin Durant. Hein. Ah non, Tu vois, par alors exemple, là, alors là, ça, c'est c'est des questions de contexte, encore une fois, tu vois. Victor Oladipo. On l'a vu, Mais on le voit, les gars. Arrêtez. Tu vas pas me dire qu'Oladipo, c'est pas la preuve réelle que Russell Westbrook est un mec qui vampirise le jeu de ses coéquipiers. pas du tout. Non, parce que regarde, les contre-exemples, il est très simple. Tu peux pas dire qu'il vampirise une équipe comme le Thunder, qui a eu des résultats, et ensuite, si c'est ça, Ils ont aucun résultat. ils ont fait une finale NBA quand même. Enfin, Ils ont fait une finale NBA, mais dans un contexte totalement différent, une époque totalement différente, où Westbrook n'avait pas le rôle qu'il a essayé de prendre, par exemple, quand il met 40 points Warriors. dans un match de finale NBA quand même. Il a un rôle ultra important. C'est le joueur le plus, enfin, c'est le 1B du 1A Kevin Durant en fait. Et pour moi, c'est loin d'être fou de dire qu'il fait une finale plus inconstante que Kevin Durant en 2012, mais il a des moments d'excellence que n'a pas Kevin Durant en 2012 en fait. Mais je te dis pas qu'il est pas. Après, ça c'est un débat factuel. Moi, je te dis pas que Russell Westbrook n'est pas un joueur qui peut faire des choses de bonne qualité sur un terrain. C'est vraiment pas ça. Il a des très bonnes stats et je dis pas qu'il est nul. Je te dis juste qu'au niveau QI basket, il n'a pas un bon QI basket et que aujourd'hui, c'est fort. Hein, il a pas un bon QI basket. Oh non, arrête. Bon, mais chacun son avis. Mais pour moi, qu'est-ce qui fait mais si tu veux voir le QI basket de Russell Westbrook, tu regardes les fins de match du game 7, 6 et 5 de la série quand ils perdent contre les Warriors, et tu vas voir si Russell Westbrook, tu te dis pas, mais c'est une blague. Il nous fait 3 fois le coup de suite sur les 3 matchs où il va te balancer des par ridicules ou s'engouffrer dans des coins, mais à chaque fois, je te jure, regarde Russell Westbrook, tu vas te dire, il va pas le refaire, et il le fait à chaque fois. Je te jure, je ne rigole pas. C'est que c'est factuel. Moi, je l'ai vu en regardant les matchs, ce que je te dis sur Russell Westbrook. Il me faisait péter des câbles, moi. Je déteste les Warriors. Mais Russell Westbrook, c'est vraiment un sujet clivant dans entre guillemets la NBA. Il y a deux sujets. Il y a lui et Kyle Lowry. Que tout le monde aille voir ce que je viens de dire. Écoute, vous verrez. Il y a lui et Kyle Lowry. Kyle Lowry, t'as pas mal de gens qui le trouvent nul et t'as pas mal de gens qui le trouvent c'est déjà plus un sujet de puriste, tu vois. Westbrook, pour moi, c'est tu vois, on parlait d'NBA Twitter, justement, pour moi, Westbrook, c'est l'exemple parfait, en fait. C'est le sujet le plus clivant, en fait. À l'heure actuelle. Oui, je pense. Oui, après, avec la taille des testicules de Kevin Durant. Entre minuscule et vraiment minuscule. Ça c'est un faux débat, mais bon, ça on va pas y revenir. Mais tu vois, par rapport à ça, tu vois, je suis assez d'accord avec Tom, c'est toute une question. En fait, faut pas croire qu'il y a aucune objectivité, en fait, dans le processus. Parce que, en fait, juger qu'un joueur X est meilleur qu'un joueur Y, en fait, c'est hautement subjectif. Parlons d'un mec dont on a parlé les semaines dernières, comme Jokic. À l'heure actuelle, Jokic, selon à qui tu parles, il a il est vu totalement différent, en fait. Et pour moi, le danger d'NBA Twitter, c'est qu'en fait, on harmonise complètement et on met de côté les gens qui pensent différemment, en fait. Et qu'il y a une espèce de voix qui se dégage et qu'en fait, si tu prends pas la voix majoritaire, t'es un peu mis de côté, en fait. Ah, ça, c'est ce que tu dis au niveau de la notion de la dictature de la majorité. C'est quelque chose d'assez intéressant. Mais parce que aussi, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que la dictature de la majorité, si tu reviens à ça, elle existe toujours dans un débat quand les alternatives présentées ne sont pas satisfaisantes. Et c'est pour ça qu'un ensemble va, par exemple, dire telle chose et telle chose, telle chose et telle chose. Et ce qui se passe aussi, c'est que le basket, quoi qu'on en dise, ça reste un sport assez prévisible. Dans le sens où, par exemple, il n'y a aucun sport, normalement, où tu peux prévoir un an à l'avance en te disant telle équipe va être championne, telle équipe va être championne. Par exemple, pour les Warriors, ça fait 2 ans qu'on le voit venir. Et c'est pour ça, je pense que ça existe, et principalement en basket. C'est que le basket, c'est vraiment un sport où je pense qu'il a été tellement poncé, tellement analysé, qu'on arrive vraiment à prévoir l'avenir et que certaines choses deviennent vraiment factuellement vraies, quels que soient les débats. Je pense que ça arrive vraiment maintenant. Tu penses qu'on est par rapport à l'NBA, je pense que ça dépend vraiment du mode, puisqu'en fait il y a beaucoup moins d'incertitudes sur la NBA parce que il y a une fréquence à laquelle tu affrontes les gens. Si par exemple tous les matchs, par exemple des playoffs, c'était sur un match un peu comme oui, ça changerait tout. Oui. Comme la NCAA, ce serait différent. C'est juste que là comme tu as beaucoup plus d'opposition, tu as moins de chances pour un petit poussé de réaliser un exploit plusieurs fois, en fait. Le système de série change tout aussi. Je veux dire, je pense que c'est le système de série qui rend le basket aussi prévisible. C'est que en foot, par exemple, tu peux gagner parfois un match. Regarde, nous on a perdu la finale de l'Euro en 2016. Ce match, la finale du mondial en foot, par exemple. La finale de l'Euro, tu la joues 10 fois, on la gagne 9 fois.
Par exemple, pareil, la demi-finale qu'on avait gagnée contre l'Allemagne, tu le joues 10 fois le match, on le perd 9 fois. Et alors qu'en basket, t'as pas ça. La réalité ressort toujours à un moment, avec le nombre de matchs qu'il y a. Oui, mais où est le lien avec le fait qu'il y a une dictature sur Twitter et qu'en gros, si tu dis que Blake Griffin sera MVP d'une saison, on se moque de toi après 3 ans après, alors qu'en fait, il y avait des raisons logiques en fait qui faisaient de le penser en fait. Genre moi, je vais parler de mon cas personnel en fait. Genre Blake Griffin MVP, genre je me moque constamment de ce que je dis dans cette émission et je dis toujours que je suis juste un débile qui a la chance d'avoir un micro devant lui en fait. Mais genre Blake Griffin MVP, et je sais qu'il y a, je vais pas citer de nom, mais des espèces de rigolos sur Twitter qui en sous-main ou même publiquement continuent de s'amuser de ça. Tu vois, d'où on est arrivé au stade où, sous prétexte que je pense pas la même chose que toi en NBA, sachant que pour moi ce que tu dis c'est une débilité, je me permets de me moquer alors qu'en fait j'apporte des raisons en fait. Et pour moi c'est ça le danger d'NBA Twitter, ou par exemple sur le cas Westbrook en fait. Je pense que les gens qui défendent Westbrook, et je pense que Pierre va nous faire un thread totalement qui va jamais s'arrêter pour répondre au podcast. Les gens qui défendent Westbrook en fait ils sont un peu catégorisés trop facilement en fait, alors qu'ils ont tous des arguments. Et c'est pour moi le danger d'NBA Twitter à l'heure actuelle. Après, regarde, moi par exemple, je suis clairement considéré comme un suceur de LeBron. Et quand on me le dit, bah je dis ouais, et puis voilà. Oui, mais parce que tu te considères comme ça. Moi, je me suis jamais considéré comme un fan de Blake Griffin. C'est juste que j'avais des éléments qui faisaient que cette année-là, je le voyais très fort. Oui, mais non, mais d'où on arrivait à un stade où en fait, sous prétexte qu'on pense pas pareil que la personne, en fait, on pense que la personne, je vais être cru, mais dit de la merde en fait. Alors qu'en réalité, et ça, pour moi, c'est un problème qui se pose de plus en plus en fait. C'est qu'en fait, il y a une harmonisation de ce qu'on doit penser, et c'est pour moi le danger d'NBA Twitter qui est super cool, hein, parce que 3/4 du temps, tu parles avec des gens et c'est génial, et tu peux parler avec Bill Simmons, bon, il répond pas, ou avec des stars entre guillemets, comme tu peux parler avec des gens que tu croiserais dans la rue et avoir les mêmes échanges, et c'est génial. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a un moment où en fait, c'est un peu le problème de Twitter. Ton avis est placé sur un piédestal et en fait, je remets jamais en cause en fait. Regarde, moi par exemple, j'aime énormément D'Angelo Russell. Et D'Angelo Russell, genre, au fond de moi, genre, si demain on me dit ouais, D'Angelo Russell il va être flingué, tu vois, enfin moi quand j'en parle avec les gens, au fond, tu vois, je les regarde avec un aplomb légendaire et je leur fais non, je te jure, D'Angelo Russell sera un bon joueur, sera un grand joueur. Et genre, si demain ça arrive pas, et bah oui, ils se foutront de ma gueule. Mais parce qu'en fait, il y a eu un débat et qu'ils ont eu raison. Je pense que ça s'arrête juste là, c'est que, bah, je pense que c'est surtout qu'il y a des gens pas intelligents en soi et qui se gargarisent d'avoir eu raison. Mais je pense que ça vient juste de là. C'est pas enfin, comment dire, quoi qu'on dise, passer son temps à rabâcher le fait que quelqu'un s'est trompé il y a 3 ans, c'est drôle. Mais il y a un moment aussi où ça peut être très con. Et c'est juste ça, tu vois. Genre, c'est un comportement con n'est pas attribué à toute une communauté non plus, quoi. Je sais pas. Tom, ton avis? Bah, globalement, il y a des avis de part et d'autre, mais moi, un peu comme toi, je pense que c'est un peu une dérive dans laquelle on vient à tomber, puisque parfois t'as pas mal t'as entre guillemets ce qu'on peut appeler des leaders d'opinion qui mettent des idées dans leur façon de penser en fait, qui émettent des hypothèses et qui ne sont pas forcément vraies pour tout le monde, et à partir du moment où quelqu'un va à l'encontre de ça, il est traité de basketix ou voilà, il se fait troller ou ce genre de choses. Alors c'est une dérive à laquelle faut faire attention, et je me dis que c'est pas parce qu'on est sur un média qui rassemble énormément de monde, de suivi différents de l'NBA, de niveaux de compréhension différents de l'NBA, que en fait tout le monde est au même niveau, tu vois. T'as des gens qui sont calés sur certains sujets et qui le sont pas sur d'autres. Mais justement, ils sont pas au même niveau alors. Oui, mais c'est ça justement. C'est comme tout le monde n'est pas au même niveau. Enfin, on a tous des façons de juger la NBA différemment par rapport à nos passés, et la façon dont on s'approprie le sport, et surtout la façon dont on s'informe. En fait, c'est vraiment là le truc. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu vas peut-être dire un truc, la personne va te tweeter quelque chose d'autre parce qu'elle connaît pas forcément tout, tu vois. Oui. Mais alors justement, que penser, bah on va factuellement, que penser quand par exemple
tu t'y connais très bien sur un sujet et quelqu'un qui s'y connaît moins bien que toi sur un sujet vient t'expliquer que tu as tort. Quelle réaction dois-tu donc avoir? Bah, tu fais de la pédagogie, tu expliques pourquoi et tu expliques ce que tu penses et tu défends ton point de vue. Ouais, c'est ça. Pour moi, le danger, et justement, c'est une très bonne question. Pour moi, le danger, c'est justement de dire X, il s'y connaît moins bien que moi. Donc je le laisse dans sa merde. Soit je le laisse dans sa merde, soit je lui fais comprendre qu'en gros, je connais mieux que ça que toi, en fait. Ce qui est faux, en fait. Encore une fois, je vais parler de ma vie. Moi, genre, dans le débat Simmons-Mitchell, je me suis trouvé à un moment où, en fait, je parlais, encore une fois, je raconte ma vie avec mon neveu. Et en fait, je me dis, non, en fait, descends d'un étage, en fait. C'est pas parce qu'il suit la NBA autrement que toi que sa voix, elle vaut moins que toi, en fait. C'est juste qu'il a un point de vue différent et que des fois, c'est super intéressant. Et c'est super intéressant de parler des fois et de voir qu'en fait, nous, on est complètement enfermés dans une bulle et c'est pas parce que un tel a dit ça et que une autre personne a adoubé et qu'en fait, c'est vrai, en fait. Et qu'il y a des gens avec des points de vue totalement extérieurs qui peuvent apporter des choses intéressantes, en fait. Parce que si c'est ça, on technocratise le débat, on donne la parole juste aux gens qui mangent le plus de podcasts, le plus de matchs et tout. Et en fait, c'est totalement ennuyant, en fait. C'est le fait que des personnes qui regardent peut-être moins de matchs puissent donner leur avis qui est super intéressant, je trouve. C'est pour ça, NBA Twitter, faut pas que ça soit non plus accaparé par des leaders d'opinion. J'aime bien cette expression, Tom. Les leaders d'opinion, et puis, enfin, faut pas non plus se la jouer élitiste. Je vais prendre un exemple simple. Par exemple, par rapport, je m'y connais, entre guillemets, assez bien en tout ce qui est CBA. Je vais pas prendre de haut les gens qui connaissent pas du tout le CBA, qui font parfois des propositions de trade foireux qui passeront jamais, ou des propositions de trade qui marchent pas, ou des propositions de contrat, par exemple, pour des joueurs qui ne marchent pas. Enfin, le truc, c'est d'expliquer, en gros, pour faire en sorte que la culture et la connaissance générale globale s'améliorent pour après avoir des discussions avec les points de vue de chacun, en fait. Et je sais même pas s'il faut avoir je trouve ça intéressant. Je sais même pas s'il faut avoir cette démarche d'éduquer, en fait. Faut juste avoir le débat comme si tu l'aurais avec quelqu'un qui s'y connaîtrait, en fait, en CBA. Je pense que c'est mais après, tu vas pas, il y a un moment aussi où tu vas pas écouter et prendre le temps de débattre avec quelqu'un qui utilise des arguments totalement fallacieux. Enfin, je veux dire, il faut que le débat t'intéresse aussi. Je veux dire, t'es pas là que pour parler avec les gens, que pour parler avec eux. S'ils y connaissent rien et que ce qu'ils disent est inintéressant, tu vas pas non plus, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais s'ils ont la démarche de vouloir parler avec toi et que ça les intéresse, Oui, bien sûr. Ah, mais ça... Pardon, excuse-moi, je te coupe. Non, mais vas-y. simplement s'ils veulent parler avec toi et qu'ils font la démarche de vouloir parler, que ça les intéresse, de un, je le prendrai jamais de haut, et de deux, je me vois pas une vision de les éduquer, en fait. C'est juste, genre, on échange et c'est cool. Genre moi par exemple, tu vois, si genre ça m'est arrivé de temps en temps, mais par exemple, tu vois, j'ai eu des gens qui ont dû tomber sur le long shots par hasard et qui comprenaient pas un truc. Le gars me dit pourquoi vous avez dit ça, etc., etc. Mais moi, mec, je suis le gars le plus heureux du monde d'expliquer le sport qui est ma passion à quelqu'un. J'aime trop ça, c'est pour ça que je fais mon émission. Le problème, il est pas là, il est quand quelqu'un qui s'y connaît moins bien que toi commence à t'expliquer la vie en racontant des conneries et du fait que ça t'énerve et que tu lui dis bah écoute, ce que tu vas faire, c'est que tu vas appeler ta maman et vous allez faire ce que vous avez à faire. Ça arrive. Pour moi, le problème, il est là. Quand quelqu'un vient m'expliquer par A plus B que je suis un gogol de dire que Westbrook a un problème de QI basket, ça m'énerve. C'est juste ça le problème. Après, sur le reste, il faut jamais prendre les gens de haut quand ils y connaissent rien. C'est juste quand quelqu'un qui s'y connaît moins bien que toi essaye de t'expliquer la vie. C'est ça, moi, qui me... Ouais, mais tu vois, c'est purement subjectif, en fait. Parce que quelqu'un peut t'expliquer que Westbrook, il a un super QI basket, et je pense qu'il a pléthore d'arguments, en fait, pour t'expliquer. Oui, mais en fait, tant que les arguments sont bons, il n'y a aucun problème. Mais quand ils commencent à être fallacieux, mais qui sont défendus et vendus comme des bons arguments, là, ça devient antipathique. Ouais, je comprends, mais tu vois, par exemple, quelqu'un peut te dire, et enfin, moi, je le fais, par exemple, jamais, tu vois, le bilan collectif de la finale de Dirk en outrepassant toutes les fois où il s'est raté avant la finale doit être mis au-dessus de ce qu'a fait Westbrook parce qu'ils sont pas au même stade de carrière, parce que c'est pas, il y a des contextes niveau opposition qui sont pas pareils, niveau formation autour d'eux, en fait. C'est des contextes qui sont totalement différents, ce qui fait que le bilan collectif doit jamais être pris en compte, ou alors avec beaucoup de retenue, en fait. Et tu vois, ça pour toi c'est un bon argument, pour moi c'en est pas un, et pourtant je pense pas que c'est ça qui doit faire que toi ou moi, on prenne l'autre pour un débile, en fait. C'est juste non, c'est pas ça. C'est juste que, par exemple, ça m'est arrivé, moi, par exemple, on regarde Antoine dans l'émission de Caps France, c'est un malade de NBA, tu vois, il s'y connaît à mort, et tu vois, lui, enfin, il s'y connaît beaucoup, et il y a des moments, tu vois, où il a vraiment eu raison, où genre on avait des débats comme ça, mais qui étaient passionnants, où je me suis retrouvé comme un con, alors que je te pensais pas du tout comme lui à la base,
et qu'au final il m'a démontré par A plus B que j'avais tort et qu'il avait raison. Mais c'est parce que c'est arrivé, parce que voilà, genre le mec est vraiment méga calé et que genre le débat vraiment et le délire est poussé loin. Mais quand quelqu'un vient juste expliquer gna gna gna, il a fait des triples doubles, c'est bon quoi. C'est ce que je veux dire, la nuance elle est quand même grande. Ouais, parce que moi je trouve ça très très dangereux comme façon de voir, parce qu'en fait du coup tu mets des apôtres sur un piédestal et en fait genre c'est le concept de l'apôtre en fait. Non, je te parle juste de qualité d'argument. Après sur le fait, après moi je suis prêt à débattre avec n'importe qui et j'aime trop ça. Je dis juste que il y a des gens qui ont plus raison que d'autres. Ben le truc c'est encore une fois on y revient sur ça dépend sur quoi tu te bases en fait. Tout le monde n'a pas les mêmes paradigmes dans leur façon de juger le basket. Au début du podcast, t'as parlé de puriste. Tout le monde n'est pas un puriste et enfin, c'est un peu ce qui se passe par exemple pour on va prendre un exemple vraiment clair, par exemple Luka Doncic. C'est entre guillemets un joueur de puriste. Et il y a pas mal de choses qui reviennent notamment par rapport aux fans américains où voilà, comme nous, Luka Doncic, c'est un Européen, on voit ce qu'il fait, on voit la valeur de ce qu'il fait, de ce qu'il peut produire et la valeur que nous on donne à tout ce qui est Euroleague. Certes, eux les Américains, ils vont pas voir ça de cette façon-là puisque pour eux, enfin, il y a pas mal d'Américains pour lesquels je parle pas dans la NBA Twitter, mais enfin le fan entre guillemets lambda de basketball américain moyen, il va se dire OK, la première ligue du monde c'est le gros patriote quoi, il va se dire la première ligue du monde c'est de basket, c'est la NBA et la deuxième meilleure ligue du monde c'est la NCAA. Alors tu vois, nous on a peut-être le biais de un peu comme ce qui s'est passé avec Ricky Rubio, je sais pas si vous vous souvenez au moment où Ricky Rubio est arrivé en NBA. On s'est dit tout de suite, voilà, ouais, c'est un patient magnifique, machin, il va devenir une superstar, voilà, comment il fait pour être drafté aussi bas entre guillemets. Et puis au final, quand tu regardes les joueurs à côté de qui il a été drafté, c'est pas lui qui fait la meilleure carrière, de très loin. Donc on a peut-être un peu de ce côté-là nous aussi en Europe par rapport à nous, notre façon de jouer, le fait que nous on n'est pas forcément axé sur les joueurs hyper athlétiques, les trucs comme ça, de voir quoi. Je veux dire, pourquoi je comprends pas ce que tu veux dire dans le sens où parce qu'on serait trompé sur un Européen, ça voudrait dire qu'il y a un problème d'image. Non. C'est pas du tout ce que je dis. C'est pas du tout ce que je dis. Ce que je te dis, c'est en gros le terme puriste et le fait d'être entre guillemets puriste, ça peut être piégeux. Oui, totalement. Dans le sens où certains puristes se sont déjà trompés sur des joueurs par le statut qu'en avait d'autres, c'est ça? Non seulement ça, mais aussi par le fait de considérer certaines choses beaucoup plus importantes que d'autres. Notamment sur l'aspect basket, c'est une vision super étriquée que tout le monde ne peut pas partager en fait. Genre que par exemple quand t'es puriste, tu t'intéresses plus au shoot qu'à la passe et que du coup, en fait c'est pas tout le temps vrai. C'est-à-dire, en gros, c'est par exemple, quand t'es puriste, tu peux te dire dans un débat, OK, sur les 5 dernières saisons, Kyle Lowry, c'est un joueur top 15 NBA. Et tu peux faire un débat là-dessus. Est-ce que ça s'entend? De quoi? Que Kyle Lowry soit genre top 15 meneur de la ligue sur les 5 soit top 15 NBA sur les 5 dernières saisons. Sur les 5 dernières saisons, top 15? Top 15 NBA. Est-ce que ça s'entend? Je sais pas, il faudrait qu'on réfléchisse à ça. Vous voulez qu'on y réfléchisse? Ça, c'est un débat de puriste. Oui. T'as des gens par A plus B qui vont te dire que oui, t'as des gens par A plus B qui vont te démontrer que non. Mais je suis assez d'accord, mais pour moi le danger de NBA Twitter, c'est qu'en fait on se rapproche de ça en fait. C'est qu'on se rapproche de la parole sainte et en fait où les brebis galeuses elles sont mises de côté en fait. C'est pour moi ça le vrai danger. Je sais pas si les gens ont compris quand ils écouteront l'émission, mais pour moi on s'approche vraiment de l'instant où en fait par exemple le débat Westbrook est trop clivant, mais je sais pas, il y a d'autres débats sur certains joueurs qui me viennent pas à l'esprit comme ça, où en fait, si t'as une approche, si tu prends un point de vue qui est peut-être à la marge, et parce que des personnes influentes disent pas la même chose, en fait, tu vas pas être respecté, alors que bien souvent, en fait... Si on devait vraiment trouver, tous les trois, là, un sujet où, genre, les grandes têtes pensantes du basket se trompent toutes, il y aurait quoi? Peut-être qu'on se plante sur le fait que Ben Simmons soit un grand joueur. Qu'est-ce que tu appelles les grandes têtes pensantes du basket? C'est ça, déjà pour moi ça existe pas ça. Ça existe pas ça. Dites idéologie dominante sur NBA Twitter, c'est qui alors?
Bah, c'est certains journalistes nationaux. Tu vois, enfin. Pas beaucoup. Quoi? Il y a des journalistes nationaux. Ça dépend qui tu suis. Enfin, moi, je suis surtout, franchement, je suis pas forcément la NBA par le prisme français. Moi non plus. Concrètement, je suis plutôt les journalistes américains et puis certains podcasteurs américains ou enfin des gars qui ont des sites indépendants aux États-Unis. Et ben, t'as pas forcément, enfin, pour une certaine partie de l'NBA, par exemple, t'as des gens qui vont prendre tout ce que moi, tout ce qu'un gars comme Zach j'écoutais énormément, par exemple. Quoi? Moi, j'écoutais énormément. Oui, en fait, je comprends ce que tu veux dire. Genre, par exemple, moi, j'adore Colin Cowherd, par exemple. Tu vois, moi, par exemple, c'est quelqu'un que je peux pas encadrer, moi. Ah, mais vu le débat qu'on a, ça m'étonne pas. Tu vois, il y a des gens, tu vois, il y a des gens, leur truc, par exemple, tu vois, enfin, t'as certaines personnes, c'est Zach Lowe, c'est Zach Lowe le modèle, t'as d'autres personnes, c'est plus, Nick Duncan, t'as d'autres personnes, c'est plutôt, les gars type, Tim Bontemps, les gars comme ça, en fait. Chacun, en fait, voit, entre guillemets, midi à sa porte. Et entre eux, il peut avoir des vrais débats. Basket, ouais. Par exemple, prenons DeMar DeRozan. DeMar DeRozan, il se fait torpiller par les fans de basket analytique et les puristes. Il se fait démonter. Alors que je suis désolé, je le critique, mais ça reste un mec qui score 20 points de moyenne depuis plusieurs années. Ça a de la valeur en NBA. Tout le monde ne peut pas faire ça. Et il a marqué 20 points de moyenne dans la conférence Est. Bravo à lui. Ah, mais il n'y a pas 15 000 joueurs qui font ça, en fait. Avec une constance assez incroyable, il fait ça et ça l'empêche pas de se faire exploser. Et en fait, on est arrivé à un stade où si tu commences à défendre DeRozan, t'es vu comme un lépreux, en fait. Alors que c'est un excellent joueur de basket, DeRozan, en fait. C'est un bon joueur de basket, c'est Rudiger en mieux, quoi, et un peu plus petit. Mais il est quand même, c'est un bon joueur de basket. Il est dans les 30 meilleurs joueurs de la meilleure ligue du monde. Donc c'est un excellent joueur de basket, DeMar DeRozan. C'est juste qu'il est pas élite. Donc c'est quand même énorme. Et par exemple, voilà, DeMar DeRozan. Pour moi, DeMar DeRozan, il est dans cette. C'est un de ces exemples où je pense qu'on peut arriver à un stade où faut surveiller en fait nos discussions, parce que c'est pas parce que quelqu'un va te dire que DeMar DeRozan c'est un super joueur de basket sous prétexte qu'il y ait des arguments contre lui, et il y en a plein, qu'il faut en fait l'écraser en fait, parce que c'est pas le cas. En fait, c'est totalement logique selon moi, c'est logique de le penser, et je respecte quelqu'un qui peut. Il est pas All-Star par exemple. Pour moi, il est pas All-Star à l'Ouest. Il est jamais All-Star. Ouais, par exemple, tu vois, il est pas All-Star à l'Ouest. Comme pas mal de joueurs qui sont pas All-Star à l'Ouest. Et encore une fois, Tom, il parlait des critères. Pour moi, un joueur excellent, si tu limites les joueurs excellents aux mecs All-Star dans leur conférence. DeMar DeRozan, ouais. Il est pas excellent, DeRozan. Tu vois, c'est une question. Encore une fois, on revient toujours à. Quand tu vois par exemple ce qu'ils ont fait en playoff contre les Cavs cette saison, moi je trouve que je crois que c'est le match, je crois que c'est le game 1 ou le game 2 où justement je pense que c'est d'ailleurs ce match-là qui a fait que les Raptors ont trade DeRozan. Parce que tu vois ce match-là, tu vois factuellement qu'en fait les Raptors ont l'occasion de mettre un coup de grâce aux Cavs pendant 3-5 à peu près. Et ils le font pas, et tu sens qu'il y a un problème de leader, tu sens qu'ils ont pas le mec qui a entre guillemets les baloches pour prendre le ballon en main à ce moment-là, tu sens qu'il y a un manque de sang-froid, tu sens que voilà, ils sont à une marche peut-être un peu trop court justement des joueurs capables de prendre en main ce genre de match, et donc non, moi il y a comment dire. Ouais, mais tu vois, c'est une question de critères encore une fois, parce que certains pourront dire oui, mais il y a. Enfin, moi, je suis plutôt parmi ceux qui donnent énormément de valeur aux playoffs. Mais quelqu'un pourra te défendre en te disant, oui, mais pendant les 82 matchs de saison régulière, il fait le taf. Et cette personne-là, son argument est bon, en fait. Et c'est pas pour ça qu'on doit démonter DeRozan, en fait. C'est pas ça. C'est juste que là, s'il te dit, il fait le taf en saison régulière, tu peux lui dire que factuellement, l'intensité en playoff est meilleure et que par conséquent, on peut avoir une bien meilleure approche de la qualité intrinsèque des joueurs en play-off parce que l'intensité est supérieure, et que par conséquent, dans une situation de jugement qui est meilleure, on se rend compte qu'il est moins fort qu'en saison régulière, et que c'est pour ça que l'argument de la saison régulière est moins valable que l'argument des play-offs. Non, c'est deux sports différents. La saison régulière, c'est une course de fond, et les play-offs, c'est un sprint. Et alors, le truc en play-off, c'est que tu affrontes l'élite de l'élite, sauf que en vérité, tu joues pas que contre l'élite de l'élite. Mais attends, mais la qualité des joueurs, tu la vois contre des joueurs meilleurs qu'eux ou au niveau à peu près similaire. Si demain, je veux dire, tu veux que je te dise pourquoi? Dans le sens où si demain tu fais jouer l'OM ou le PSG contre... Alors là, tu m'as perdu. En foot, tu m'as perdu direct. Non. Mais vas-y. Si tu fais jouer le PSG ou l'OM demain contre 3 tout le temps,
et que les deux équipes elles jouent que contre 3, je peux t'assurer que ça va être beaucoup plus difficile de pondérer quelle est la meilleure équipe entre le PSG et Marseille si tu les fais jouer uniquement contre 3. C'est beaucoup plus difficile de pondérer la qualité de chacune des deux équipes. Parce qu'en face, l'offrontation est tellement faible qu'à par exemple un mec comme Thauvin va pouvoir avoir autant de liberté qu'un mec comme Mbappé parce que le mec en face de lui est vraiment nul à chier. Et c'est pareil en saison régulière. Ouais, sauf que l'écart type, c'est pour ça que je suis pas d'accord, c'est que l'écart type en NBA, il est jamais aussi énorme que ce qu'on peut voir dans les autres sports en fait. Il est très très limite l'écart type en NBA. En termes de concentration de talent, c'est parce qu'on a des joueurs exceptionnels, mais il y a très peu de mauvais jeux. Il y a des joueurs moyens, pas très bons qui mettent le pied en Ligue 1. Il n'y a pas de joueurs moyens, pas très bons qui mettent le pied sur un terrain NBA. Le niveau de concentration de talent, il est incroyable. Offensivement, en fait. Mais défensivement, parfois non. Hein. Défensivement, c'est quand même le fond du panier. Oui, mais en fait, c'est pour ça que l'écart, comme l'a dit Tom, en fait, c'est un autre sport, mais les joueurs restent excellents, en fait. C'est pour ça, et si on revient à l'idée de DeRozan, tu vois, si on revient par rapport au débat de NBA Twitter, c'est pour ça qu'en fait, pour moi, il y a des bons arguments des deux côtés, et il n'y a pas de vérité, en fait. Je pense pas. C'est pour ça, moi, je suis arrivé à un stade où je me dis qu'en fait, par rapport au basket, il n'y a pas de vérité arrêtée du coup. Et c'est pour ça qu'il faut pas avoir avec les débats sur NBA Twitter cette idée qu'il y a une vérité en fait. Il y en a pas en fait. C'est juste qu'on a des arguments et il faut jamais penser que son argument est peut-être supérieur à la personne d'en face pour telle ou telle. Mais si le terrain te donne raison. Oui, mais c'est peut-être une bonne raison pour toi. Pour moi, avoir de la régularité sur 82 matchs de saison régulière, c'est un argument qui est assez énorme en fait. Parce que ça dépend aussi de ton approche par rapport à ton idée de fan. Si ton idée de fan, c'est de te qualifier pour les playoffs tous les ans, DeRozan, il va t'amener en playoffs tous les ans, en fait. Si ton idée de fan, c'est aller au titre, DeRozan, t'auras peut-être pas le même avis. Non, ce que je suis en train de te dire, c'est que si tu prends en compte que la saison régulière, LeBron James n'est pas fatalement le meilleur joueur de la ligue, alors que LeBron James est le meilleur joueur de basket des 20 dernières années. Oui. Ça dépend, tu te bases sur quoi? Non. LeBron James est le meilleur joueur des 20 dernières années. Non, je parle au niveau de LeBron James. Parce que certains te diront que sur les flashs de LeBron James sur sa saison régulière, tu peux déjà voir que c'est le meilleur joueur du monde, en fait. Et encore une fois, l'idée, c'est pas tellement de se baser uniquement sur ça, c'est sur le calibrage, en fait, que tu mets. Et le fait que quelqu'un peut te dire, ah oui, un tel est meilleur que... Enfin, moi, je suis pas d'accord, mais quelqu'un... Non, mais la plupart des mecs se réservent en saison régulière. La plupart des joueurs jouent pas à fond. Quand tu vois, par exemple, comment les Spurs gèrent leur saison régulière, comment tu vois comment les Warriors gèrent leur saison régulière, comment tu vois comment, par exemple, à une période, les Rockets le géraient, ou autre, ou par exemple, comment Kyrie Irving se permettait de pas jouer parfois une période, la saison régulière, enfin, il y a tellement de joueurs qui n'ont plus rien à faire la saison régulière, ça se voit, quoi. Ouais, mais quelqu'un pourrait te dire, par exemple, si on prend la saison MVP de Curry de tous les records, quelqu'un pouvait te défendre l'argument comme quoi c'était un meilleur joueur de saison régulière de basket que LeBron à cet instant-là, parce qu'il avait calibré la saison régulière au-dessus de certains autres, en fait. Et mais oui, mais ça s'entend. Ils ont tout donné pendant la saison régulière, ces Warriors-là, ils ont été carbo en finale contre les Cavs. Oui, mais moi, ce que je veux te dire, c'est sur l'argument de base. Si l'argument, c'est on calibre la saison régulière très haut et on lui donne énormément d'importance, ils ont raison en fait. C'est juste qu'il y a de la subjectivité parce que tu vois pas forcément la saison régulière comme quelqu'un d'autre en fait. Ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant de voir par exemple qu'une équipe comme... Qu'est-ce qu'il y a comme confrontation intéressante? Ouais, voilà. Boston Cavs cette saison, en saison régulière, Boston a pris les Cavs à chaque fois, ils les ont battus tranquillement. En playoff, il n'y a même pas eu photo. T'as la même problématique contre les Raptors. Comment? Mais il n'y a pas eu photo dans l'ensemble. Bon, moi je suis pas forcément d'accord avec ça, mais tu vois, encore une fois, c'est de la subjectivité. Les Raptors, c'est la preuve folle. Les Raptors, ils sont premiers de conf ou deuxième de conf, alors que les Cavs ont une saison régulière de merde. Et en playoff, il n'y a même pas photo. Et ben du coup, tu vois, elle est où la conclusion? Les Raptors, c'est quoi? Je sais que par exemple avec Tom, on n'est pas d'accord. Pour moi, les Raptors, c'est pas une... Tom te dira que les Raptors sont une solide équipe. Enfin, en gros, si je paraphrase Tom, c'est à peu près ça. Moi, je suis pas d'accord avec ça, tu vois. Et c'est... Tu penses quoi? Moi, je pense que c'est pas une bonne équipe. Ah moi non plus, je pense que c'est une équipe moyenne plus en fait, et qui tape un mur très très vite. Mais en fait, Tom, je comprends parfaitement ses arguments en fait, parce que taper tout le temps un ou deux à l'est pendant plusieurs années, en fait, ça a une valeur immense en fait. Et en cela, je le comprends. C'est la conférence la plus faible. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui se pressent pour prendre cette place-là. Ils y sont par défaut, quoi. Moi, je trouve qu'ils y sont par défaut, les Raptors. Tom est devenu muet. Mais moi je trouve que c'était quand même une équipe solide, c'était une bonne équipe, c'est juste qu'en fait non, le truc c'est qu'en fait c'est une équipe qui est limitée par le talent de son meilleur joueur en fait.
Parce qu'en playoff... Donc DeRozan n'est pas un super joueur. Oui, c'est un bon joueur, sauf qu'il peut pas battre l'élite de l'élite parce qu'il y a un grand gap entre les joueurs qui sont dans le top 5, après le reste des joueurs qui viennent après le top 5, et encore plus après les joueurs qui sont dans le top 15-20. Quand tu as deux joueurs qui sont... Attends. Quand t'as deux joueurs qui sont... Si genre t'as deux top 20 NBA et t'en as un qui est genre 17 et l'autre qui est 18, certes t'as deux top 20 NBA, mais si t'as une équipe en face qui a le meilleur joueur de la NBA, t'as pas l'avantage. C'est ce qu'on voit. 20, c'est pas si bien classé que ça quand tu réfléchis. 18-20 sur 300 joueurs. Des 300 meilleurs de la planète, en fait. Mais vous vous rendez pas compte, attendez, il y a que 5 équipes qui tournent vraiment bien, il y a que 5 joueurs sur le terrain. Attends, mais il y a 300 joueurs NBA quand t'es dans le top 20. T'as 300 joueurs NBA quand t'es dans le top 20. Aujourd'hui, tu ne fais rien en NBA si t'as pas au moins 2 joueurs top 10 dans ton équipe. Oui, mais c'est pas Oui, pour mais ça veut pas dire que les autres sont mauvais. Oui, bah non, mais ce que je veux dire, c'est que t'aies un top 20 ou que t'aies un top 50, ça change parfois pas grand-chose, maintenant. Ouh, il y a quand même un... Non, mais... Bah regarde Il y le a un Jazz monde, contre le Thunder. C'est intéressant comme confrontation. Elle Ouais. est très intéressante cette confrontation. Ouais. Elle te montre beaucoup de choses, je trouve. Comme. Bah, elle te montre qu'aujourd'hui, t'as une espèce. Moi, je trouve que ce qui est assez effrayant, c'est que tu te rends compte que t'as un nombre très précis de joueurs qui sont assez définissables, qui sont vraiment des game changers, et que dans le reste, c'est très méli-mélo et tu sais pas vraiment quoi en faire. Regarde, tu vas avoir un gars comme. Comment expliquer? Bah, le problème en plus, c'est que tu vas avoir t'as le resserrement qui est ouf, mais en joueur déterminant aujourd'hui, t'as qui? T'as Davis qui est. Enfin, on va pas tous les faire, il est trop tard pour ça. Mais non, je sais pas. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, avec le recentrement, enfin, beaucoup de débats pour moi sont biaisés par le fait que t'as une équipe comme les Warriors qui rend beaucoup de petits montages d'équipes totalement inutiles parce que éliminés très vite et qui ne gagnera jamais rien au final. Oui, mais c'est pas parce que on va conclure, on fait encore 2-3 minutes, on va conclure. C'est pas parce que les Warriors écrasent tout le monde qu'on peut plus juger les joueurs alors qu'on va voir toutes les équipes mauvaises en fait. C'est ça pour moi. Parce que si tu juges toutes les équipes NBA dans le prisme des Warriors, Tout le monde est nul en fait. enfin il y a personne qui enfin il y a pas mal il y a pas d'équipes qui sont bonnes alors qu'il y a des équipes qui sont moyennes plus qui sont bonnes. Certes, elles veulent tous gagner à la fin, mais il y a qu'un titre. Et les Guadeloupe maintenant, les Warriors, les Golden State Warriors, pardon. Les Golden State Warriors, c'est une équipe c'est une équipe légendaire. Ça fait partie des meilleures équipes de l'histoire de l'NBA. Regarde par exemple les Cavs de 2016-2017. C'est l'une des meilleures équipes de l'NBA, sauf qu'elle a rencontré une équipe qui était injouable. Les Rockets, c'est l'une des meilleures équipes, honnêtement, en termes de qualité de jeu, de stats avancées, tout ça, c'est l'une des meilleures équipes, mais elle a rien gagné, parce qu'il y avait une équipe qui était bien meilleure en face. C'est pas, si tu juges tout le monde sur le prisme si par exemple t'as une BM, si genre t'as une BM et tu fais une course avec un dragster, ça veut pas dire que ta BM ne va pas vite, ça veut juste dire que le dragster va beaucoup plus vite. Je te dis pas l'inverse, je te dis juste qu'aujourd'hui, non mais ça je suis d'accord avec toi. C'est pas qu'une équipe par exemple pas être mauvaise. Ce que je suis en train de te dire, c'est que ça ne rend, du coup, c'est beaucoup moins déterminant. Dans le sens où aujourd'hui, comment dire, je pense pas qu'il y ait des franchises qui se battent pour être 5e ou 6e de conférence. Et être dans un espèce de ventre mou dans une ligue fermée, ça reste quand même un non-sens intellectuel assez décevant. Ça dépend ce que tu vises, puisque c'est fou quoi. Le truc, je suis pas fou. Le truc, c'est avec la NBA, c'est que on occulte que la NBA, c'est nous, en tant que fans, on occulte souvent que la NBA c'est un business. Tant que le propriétaire, ça lui rapporte l'argent de faire les playoffs et de gagner à chaque match de playoffs 2 millions, lui, il s'en fout en fait que l'équipe gagne ou pas. Lui, tant que son business est rentable, puisque en fait, on a tendance à beaucoup détacher le sportif de ce qui ne l'est pas. Alors que l'NBA, c'est financier. C'est un business, l'NBA. L'NBA, c'est un business avec du sport. Nous, on fait comme si c'est du sport uniquement et c'est pas, en fait, on a l'impression que, sportivement, le seul intérêt, c'est de gagner, sauf que les propriétaires, leur intérêt, c'est de gagner de l'argent. Peu importe s'ils gagnent ou pas. Tant que les propriétaires gagnent de l'argent, ils s'en foutent de gagner ou pas. Mais attends, je veux dire, tu tiens pas un podcast pour savoir si l'équipe ou pas va continuer à faire gagner de l'argent, propriétaire ou non. Tu regardes si l'équipe va battre les autres équipes ou pas. Ça fait partie du truc, puisque ça fait partie de l'NBA. C'est un business. Mais je veux bien que ce soit un business, mais je vois pas en quoi
est-ce qu'on va aujourd'hui juger une équipe sur sa capacité à faire de l'argent? Non, c'est juste que tu peux pas penser que toutes les équipes NBA visent le titre en fait. C'est quoi? Tu peux pas penser que tout le monde joue pour jouer le titre. Mais c'est l'objectif final de toutes les équipes, bien sûr que si. C'est l'objectif final de toutes les fanbases, c'est pas forcément l'objectif final de toutes les équipes, puisque tu appliques la politique de ton proprio. Si aujourd'hui il te faut dépasser la luxury tax pour avoir une équipe assez compétitive pour gagner le titre et que ton proprio te dit non, on ne paye pas la luxury tax, tu joues pas pour gagner le titre. Tu joues pour avoir une équipe rentable. Alors franchement, l'équipe pour moi elle a aucun. Elle te fait gagner de l'argent. Regarde Denver, on va voir dans quelques années. Écoute, ton équipe, mais attends, mais tu te rends compte à quel point tu tues le basket avec cette mentalité-là. Si tu fais que des équipes à la mentalité Arsenal, tu tues ta fanbase, tu tues ton équipe et tu tues l'âme de tout. Sauf que, comme l'a dit Tom, c'est un business de base. C'est juste qu'en fait, c'est assez pervers pour que tu penses qu'il y ait du sportif, mais il y a énormément de financiers en fait derrière tout ça. Peut-être, mais je te dis pas l'inverse. Je te dis juste que genre aujourd'hui, moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est de savoir. Enfin, pour moi, le fond du débat qu'on a toujours tous aujourd'hui en tant que fan de basket, quand on tient un podcast, c'est de savoir qui va gagner à la fin. Et moi, c'est le seul argument, c'est le seul prisme par lequel je regarde quand je juge une équipe de basket. Donc, ouais, mais tu vois, encore une fois, donc on revient à l'argument Warriors. C'est quand t'as une équipe. Enfin, prenons un exemple. Si on regarde, on a parlé de foot, prenons de l'athlé. La finale de Londres 2012, il y a 3 mecs qui courent en dessous de 9,80. Ce qui est exceptionnel. Bolt gagne. Donc, on est censé dire que Yohan Blake et Justin Gatlin, ils sont mauvais sous prétexte qu'ils tombent face aux meilleurs athlètes de l'histoire, en fait. C'est juste que la compétition, tu peux pas les juger face à ce qu'il y a en face. Comme les Rockets sont une équipe excellente, historique, qui sont tombés face aux Warriors. Pareil pour les Cavs, etc. C'est juste qu'en fait, on impose des standards qui sont beaucoup trop hauts, en fait. Après, en fait, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, moi personnellement, et je pense qu'en soi, le travail d'un journaliste n'est pas uniquement de faire, ça dépend ce que tu cherches à juger. Et si aujourd'hui ton débat est d'expliquer aux gens qui a gagné, pourquoi il a gagné, ou ce genre de choses, après si le débat est déjà réglé, par exemple, si tu dois expliquer aux gens qui va gagner, tu expliques que c'est Bolt qui va gagner et que les 2 autres personnes à côté de lui sont moins fortes. Mais aujourd'hui, par exemple, si tu parles basiquement dans NBA, si on était revenu par contre aux Raptors et à DeRozan, c'était la base du débat entre bons joueurs et moyens joueurs. Moi par contre, c'est que je pense vraiment que DeRozan et que les Raptors en eux-mêmes sont dans la ligue top 10 NBA max. Voilà. Les Raptors étaient top 10 NBA grand max, et cette équipe-là n'était que top 10 NBA, pour en venir au débat de base. Alors plafond, ouais, c'est une équipe qui a un plafond qui est proche de son plancher. Parce qu'en fait, elle a pas des joueurs élite, en fait. C'est ça la grosse différence. Où par exemple, une équipe comme les Cavs, le simple fait d'avoir LeBron James qui change de mode en playoff, du coup, ça t'augmente largement le plafond de ton équipe. Et quand tu arrives, par exemple, sur des équipes de LeBron James, où tu arrives dans une série de playoffs, par exemple, si t'es les Raptors, où ton meilleur joueur, c'est le 3e meilleur joueur de la série, ça devient tout de suite compliqué. Du coup, je pense que nous, on va conclure comme ça. On a dit pas mal de choses. Je pense que c'est un de nos podcasts qui a fait débat. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Greg, c'était un plaisir de te recevoir. Écoute, merci beaucoup de m'avoir. Par contre, je pense que tu vas regretter l'assaut du fan de Russell Westbrook après. Tu vas regretter mais j'en ai eu plein et Ah oui, mais le nôtre c'est l'élite du fan de Russell Westbrook. C'est un petit peu c'est le LeBron James du fan de Russell Westbrook. Ah mais je l'invite à ne pas s'embêter à venir m'expliquer. Ah d'accord. Ce sera plus simple comme ça. Bon nous du coup, on vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas à nous suivre comme d'habitude sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Vous pouvez retrouver Greg sur @le_tir_de_loin. J'ai bon. En effet. C'est ça, sur Twitter. De toute façon, il sera tagué dans le tweet et on le mettra sur Facebook pour vous. Du coup, messieurs... Je tiens juste à dire que le présentateur est un rageux au niveau des arguments, mais rassurez-vous, les chroniqueurs sont beaucoup plus nuancés. C'est un peu comme nous, Tom, non? N'est-ce pas? Ah, pas forcément tout le temps. Ça dépend sur quel sujet. Pas forcément tout le temps, ça dépend sur quel sujet. Je vais laisser l'instru commencer sur ça, parce que je sais pas si je dois bien ou mal le prendre en fait. Donc du coup, je vais me laisser le temps de la réflexion. Et sur ce, nous, on vous souhaite une bonne semaine. Salut! Bonne semaine à tous!